Nous sommes le mardi 14 mai 2019, acte 5 de votre émission Mosaïque. Ici, c'est la discussion citoyenne pour un Cameroun uni dans sa diversité. Sur la table ce soir, la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest commencée en septembre 2016. Près de 3 années après, elle continue de faire des dégâts matériels et humains. Dans la problématique de sortie de crise, option débat plutôt que combat, le souhait pour le dépôt des armes pour sauver les âmes. Le dialogue ultimement convoqué. Quel dialogue, pourquoi, avec qui et comment? Un panel savamment constitué pour explorer toutes ces questions et bien d'autres en 90 minutes chrono. Une respiration et le visage des invités juste derrière. Il est temps de donner la main, il est temps de resserrer les rangs, réunis autour de l'unité, Cameroun uni, indivisible. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez à l'instant. C'est votre émission hebdomadaire Mosaïque. Aloïs Parfemvoum, bonsoir. Bonsoir à nous, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2, bonsoir à tout le panel. Vous êtes vice-président régional du Social Democratic Front, c'est bien cela pour le centre? Tout à fait, depuis 2 ans aujourd'hui. Alors, la fête nationale de l'unité aura lieu le 20 mai prochain, dans 6 jours très exactement. Votre parti politique, le Social Democratic Front, a décidé de ne pas y participer. Quel est le sens que vous donnez au boycott de cette commémoration de l'État unitaire? Disons que c'est une décision d'abord du parti. La fête de l'unité, c'est 3 mots et ça a un sens. En principe, ça devrait avoir un sens. Et cette année, nous avons estimé que le sens n'est plus absolu. Avec tous les problèmes qu'il y a dans ce pays, il n'y a plus d'unité de façon absolue et pour cela, le parti ne peut pas s'engager dans une fête que nous estimons être hypocrite cette année. Vous avez les 3 régions du Nord qui sont dans une situation extrêmement difficile. Vous avez la région de l'Est qui a des problèmes. Et puis, vous avez aussi les problèmes dans les zones anglophones, et surtout dans les zones anglophones, avec une guerre que nous n'avons pas souhaitée, mais qui est arrivée là. D'ailleurs, nous allons en discuter. Et aujourd'hui, la priorité pour nous, c'est que les problèmes soient résolus. Alors, voilà. Une décision comme celle-là, quel impact? Parlant d'impact, tout dépend du peuple. C'est le peuple qui fait la notation à la fin. Et vous vous rappelez que l'an passé, nous sommes allés au défilé et nous avons défilé torse nu au boulevard. Nous avons défilé torse nu au boulevard. C'était toujours pour marquer les esprits, pour dire au pouvoir de Yaoundé, au pouvoir central de Yaoundé, qu'il y a quelque chose qui se passe et il est important que des résolutions soient prises. Et ce pouvoir qui est toujours sourd aux demandes de l'opposition, de la société civile, ne nous a pas écoutés et nous en sommes là aujourd'hui avec un bilan de guerre assez malheureux et nous avons estimé que cette année, il fallait faire quelque chose et là, c'est sur le plan national. C'est pour cela que nous avons demandé aux militants de ne pas participer, de ne pas prendre part à cet événement. Il n'est pas question pour nous de prendre part à une quelconque fête de l'unité nationale cette année pour que, une fois de plus, que les uns et les autres comprennent que la situation est grave et elle est même gravissime. Merci Aloïs Parfemvoum d'avoir accepté notre invitation. Christopher Ndong, bonsoir. Bonsoir, M. Arnaud. Bonsoir, les fidèles de Canada International. Bonsoir à tous les militants MRC au Cameroun. Et alors, vous l'avez dévoilé? Vous l'avez dévoilé parce que vous êtes... Bonsoir à tous les musulmans qui sont en train de préparer les fêtes. Vous l'avez dévoilé, vous êtes secrétaire général du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. C'est exact. Vous êtes surtout avocat des leaders arrêtés dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Oui, je suis avocat de M. Ayoub Tabé et 9 autres, et 37 autres, c'est-à-dire au total 47 personnes qui étaient abductées
pas arrêtés. Ils étaient abortés du Nigeria pour venir ici au Cameroun de façon illégale. Et cette procédure est pendant devant les instances camerounaises. Que nous, les avocats, nous avons soulevé beaucoup des irrégularités, de l'illégalité dans ces procédures qui plombent la Alors, procédure jusqu'à nos jours. je vais vous accueillir avec un autre procès. Ce mardi, les personnes interpellées dans le cadre de la marche blanche organisée par le MRC étaient devant le tribunal, justement. Ce sont des militants de votre parti. Un bref compte rendu de l'audience d'aujourd'hui. Oui, j'étais en train de transiter entre Douala et Yaoundé. Et vous voyez, l'administration de justice au Cameroun a totalement frustré les procédures devant ces instances. Et ça me prend du coup comme ça, comme les avocats de MS et comme même les mêmes militants qui sont aujourd'hui traduits devant là-bas. Vous savez, les dates de ces procédures, c'est l'État qui détient. Vous voyez qu'on se lève un matin, on dit demain tu pars au tribunal et je constate, quand vous me dites en tant que vraiment patron du parti, je n'étais pas au courant. Je constate que les militants sont traduits devant la justice aujourd'hui. Et vous savez, c'est pour tout dire. Pour dire que l'administration de justice dans ces pays vraiment met à l'écart les partis concernés. Ils dictent. Tu vois quelqu'un tapis dans l'ombre qui décide le matin, lui seul, il dit la date. Ça ne suit pas la voie normale, ça ne suit pas la procédure normale. Et je suis surpris d'avoir que mes militants étaient devant le tribunal. Mais cela les tient. Je vais vraiment, après cette journée, cette soirée, demain, à voir ce qui s'est passé véritablement devant les instances. Et vous voyez, dans toutes nos procédures, les procédures qui se passent, que tous les Camerounais écoutaient, c'est la procédure de habeas corpus que les avocats du MS ont soulevé devant les instances des tribunaux de grande instance, et aussi la procédure d'incompétence de ce tribunal de juger certains civils qui sont entrés devant le tribunal militaire, que jusqu'à aujourd'hui, il y a blocus. Quelqu'un dira que la justice est indépendante. Alors, Gabriel Monet-Choupo, bonsoir. Bonsoir. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Ah oui, à quelques légères différences. Monet-Choupo, Gabriel. Merci. Vous êtes chef de division de la protection des droits de l'homme à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, hier, il y a une décision du ministre de la Santé publique, Naouda Malachi, sanctionnant 3 personnels de l'hôpital régional de Garoua impliqués dans le décès d'un enfant de 8 ans qui a malheureusement trouvé la mort au cours d'une opération. Un commentaire? Oui, la promptitude de la sanction est déjà allouée parce qu'il y a eu un précédent par le passé, notamment l'incident résultant de la mort de l'élève du Newbel, le lycée de Newbel, qui a été poignardé. On a vu le jeune Blériot. Voilà, on a vu le ministre réagir quelques instants après pour prendre des mesures qui s'imposaient au regard de la diffusion des images malheureuses sur les réseaux sociaux et dans les médias. C'est à saluer parce que, faute d'action de l'État, on s'installe progressivement vers l'inertie. Or, les droits de l'homme, c'est avant tout le respect de la primauté du droit, le respect de ce qui est prescrit. La tolérance ouvre la voie aux violations des droits de l'homme. Donc, cette décision est à saluer. Après la sanction, que devrait-on faire? Forcément, en principe, quand je l'ai dit, il faut bien ouvrir la brèche également à des possibilités de recours, parce qu'en réalité, d'aucuns diraient, est-ce que cette sanction n'est pas un peu précipitée? Est-ce qu'on a eu le temps de mener des enquêtes conséquentes? Est-ce qu'on a eu le temps d'apprécier? J'imagine que c'est des mesures conservatoires, parce que réellement, des démarches seront entreprises pour clairement examiner les faits. C'est bien inscrit à titre conservatoire. Tout à fait. Je n'ai pas lu la décision, mais vous voyez que les grands esprits se rencontrent. Donc, j'imagine que c'est des mesures conservatoires et qu'une enquête proprement dite sera menée
Et une fois que les responsabilités seront clairement identifiées, certainement des sanctions exemplaires pourraient être prises à l'effet de dissuader ceux qui se livreraient à ces dérives qui compromettent l'accès à la santé au Cameroun. Merci d'être venu sur le plateau de Mosaïque. À votre suite, j'accueille le professeur Justine Difo-Tchenkam. Bonsoir. Bonsoir à nous. Alors, vous êtes universitaire, vous êtes membre de la société civile, notamment coordinateur du réseau More Women in Politics. En effet. C'est deux de vos nombreuses casquettes. Oui. Et c'est celle-là que j'aborde ce soir, sur ce plateau. Voilà. Vous vous en doutez, la situation qui nous préoccupe, justement la paix au Cameroun. J'ai décidé de me mettre en blanc parce que depuis un certain temps, cette histoire a pollué mon esprit. On sort du carême, on entre dans le ramadan avec la paix, qui est une préoccupation majeure. Sans la paix, on ne peut rien. Sans la paix, vous êtes au courant de cette étude qu'a élaborée le GICAM sur l'impact de la guerre, sur le climat des affaires, sur l'environnement des affaires, sur les activités économiques. Donc, pour nous, tout commence par la paix. Tout se termine par la paix. Et qui veut la paix, prépare la paix. Alors, votre nom résonne fort lorsqu'on parle de leadership féminin au Cameroun. Et justement, je vous accueille avec cet exemple de leadership féminin. Ségolène Royal, hier, au Cameroun, est allée dans la localité de Okodé par Bikok, inaugurer une maternité solaire. Tout à fait. Offerte par son ONG, sa fondation Désir d'avenir pour la planète. C'est remarquable, ça. Absolument, absolument. Il faut faire dans l'humanitaire. Nous sommes des ministres au service de la nation. Donc, elle a été ministre, elle exerce le leadership dans cet esprit de service. Donc, c'est pour ça qu'après l'environnement, elle a décidé de prendre son bâton de pèlerin pour parcourir le monde comme ambassadrice COP21. Et après la mairie de Baganté, avec Madame le maire Ketia Cortez, devenue ministre de l'Habitat, elle a continué ce combat et qui l'a amené à Bikok, justement, pour installer des maternités, comme on les a baptisées, des maternités solaires. Il est hors de question qu'en donnant la vie, on trouve la mort parce qu'il y a eu délestage. Peut-être pendant une césarienne, le courant est parti. Vous voyez, ce serait vraiment odieux. Alors, sauf que là-bas, le courant, il n'y en a même pas. Hein, mais permettez, il y a d'autres qui diront, quand ça vient de si loin, éclairer une maternité, quand ça vient de si loin, ça fait plaisir, mais c'est choquant en même temps. Pourquoi on ne peut pas faire au-delà de ce qu'on a prévu? Il y a des programmes qui sont mis en place. Et puis, il y a des âmes de bonne volonté qui viennent appuyer ces programmes. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas donner de l'énergie solaire. Vous êtes bien au courant du projet Nachtigal, n'est-ce pas? Le gouvernement, je ne suis pas au Minépat, mais nous vivons toute cette actualité. Moi, je souhaite bien que nous ayons l'habitude de voir le verre à moitié plein. N'est-ce pas? Nous avons ce programme Nachtigal. Je suis allée jusqu'aux chutes de Nachtigal après Bachenga l'autre jour, juste pour voir exactement ce qui s'y passe. Et la route est déjà passée. Dans 2, 3, 4 ans maximum, nous allons évaluer ce programme qui est mis en place. Donc, en attendant, on ne va pas mourir. En attendant, nos partenaires sont sur le terrain et nous faisons feu de tout bois. Nous prenons à deux mains, n'est-ce pas, tout ce qui est mis à notre disposition, notamment lorsque cela concerne la conservation, la préservation de la vie humaine. C'est de cela qu'il s'agit. J'ai commencé en disant qu'on ne peut pas, il est hors de question qu'une femme, en donnant la vie, perde la sienne. N'est-ce pas? C'est de cela qu'il est question. Il faut plutôt louer ces actes-là. Et à votre suite, je rappelle que 13 communes dirigées par les femmes sont bénéficiaires de ce projet de Ségolène Royal. Absolument. Pour 303 maternités qui seront éclairées à énergie solaire. J'accueille enfin Patrice Amba-Sala, ancien ministre des Travaux publics, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Ngefak. Bonsoir à co-panélistes, bonsoir à vos téléspectateurs. On se demande, le ministre Amba-Sala, après
la fonction ministérielle, qu'est-il devenu? Ancien ministre. Cela va de soi. Merci, monsieur le ministre. Ça fait rire, mais ancien ministre. Hier s'est tenue à New York une réunion du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est vrai que le ministre des Relations extérieures a fait une sortie pour repréciser la formule AREA choisie par les Nations Unies, justement. Les membres du Conseil de sécurité ont été divisés avec d'un côté la France, la Chine, la Russie et la Guinée équatoriale pour une résolution absolument interne, les autres pour une intervention extérieure. Qu'est-ce que vous y avez compris, monsieur le ministre? Oh, qu'est-ce que j'y ai compris? J'ai compris qu'il y a une tentative qui a échoué. Une tentative de faire passer un problème interne en un problème international sous l'action ou l'instigation d'un pays qu'on peut appeler un pays ami. Mais l'affaire n'a pas prospéré. Mais ce qu'il y a peut-être à dire dessus, c'est que on a vu beaucoup de Camerounais qui ont encore confondu les lanternes aux ampoules. Là. Tout le monde a parlé d'une réunion du Conseil de sécurité alors qu'il n'en était rien. On a publié l'ordre du jour du Conseil de sécurité, ça n'a rien donné. On a publié un communiqué par le ministre des Relations extérieures, ça n'a rien donné. Les gens ont publié même des résultats d'un vote qui n'avait pas encore eu lieu. Je ne sais pas s'il a eu lieu. Mais il faut surtout souligner dans cette affaire, c'est ce tropisme qui veut que dès qu'on parle des problèmes camerounais à l'extérieur, les gens pensent que la solution viendra de là. Non, la solution à nos problèmes sera trouvée ici à l'intérieur. Et autant nous mettons en action, autant rapidement nous résolvons nos problèmes. Mais s'il faut attendre des hypothétiques interventions de je ne sais pas qui, on risque de perdre du temps et laisser comme ça pourrir des situations qui ne méritent pas d'être pourries. Alors on ne répond pas aux copanélistes qui ont parlé avant, mais je voudrais quand même... Non, surtout que c'est des questions d'entrée, c'est pas encore... Oui, c'est entrée, je voudrais quand même souligner quelque chose dans l'appréciation que le SDF, par exemple, fait de la fête de l'unité nationale, les bases sur lesquelles il s'appuie pour ne pas défiler, on peut même appeler ça haute trahison. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que à l'est du Cameroun, nous avons des assauts extérieurs, des combattants centrafricains qui viennent se nous perturber lors de la sécurité. À l'extrême nord et au nord, on a une attaque d'un groupement qu'on appelle Boko Haram. Donc nous avons des agressions extérieures. Et c'est précisément à ce moment-là que la nation doit s'unir pour démontrer à ces assaillants qu'ici, il y a un peuple qui est un et qui va faire face à la situation. Donc, prendre prétexte sur ce genre de choses pour ne pas manifester lors de la fête de la nation, de l'unité nationale, me semble un peu, on va dire quoi, spécieux. C'est votre avis, monsieur le ministre? Je voulais mettre comme le RDPC va bien participer, le RDPC, votre parti, va bien participer à la célébration ou à la commémoration de l'État unitaire. Madame, messieurs, merci d'être venus. L'échange se veut courtois et responsable. Un seul but, participer à notre manière à la construction d'une nation forte et prospère. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir, la question du dialogue ultimement convoqué dans la résolution de la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Prenons le contexte et surtout le prétexte. Le Premier ministre Joseph Dion Ngouté est sur le terrain. Il a dit à Bamenda que le chef de l'État est désormais ouvert au dialogue. Voyons cela dans cet élément préparé pour nos parts. Aimé Catherine Moukouri et Aïe Collins. Joseph Dion Ngouté en plein speech dans un carrefour populaire de la ville de Bamenda. Un arrêt spontané du Premier ministre, très vite entouré par la population qui semble avoir une oreille à prêter à ce discours.
Parce que maintenant, là, pour avoir les ministres en route comme ça, pour saluer les gens, c'est la différence. Si c'est lui avant, c'est qu'on n'a pas le problème ici. Il faut que monsieur le président, tout change tous les jours, qu'on va voir les résultats après ça. Lors de cette deuxième journée de travail, le chef du gouvernement a fait un arrêt à l'université de Bambili, où tout un chapelet de doléances lui ont été adressées, parmi lesquelles le besoin de personnel. Le Premier ministre a appelé les universitaires à aller chercher les personnes cachées dans la forêt pour retrouver le chemin de l'école. Requête appuyée sur la promesse de la création d'un boulevard devant lier Bambili à Bamenda. Nous avons eu la nouvelle de la visite du Premier ministre. Nous sommes préparés à le recevoir et surtout à présenter nos doléances, car nous sommes sceptiques quant à l'atmosphère d'études ici avec toute la peur qu'il y a autour. Une journée marathon pour Diongouté qui a rencontré les leaders politiques, dont le SDF, qui a brossé une liste de recommandations, et l'United Democratic Party. Ce que nous retenons du Premier ministre est que, première chose, le président de la République est disposé à négocier avec tous les Camerounais, y compris les combattants, à condition que la sécession n'est pas sur la table. La première des choses. Et la deuxième chose que nous retenons de l'autre côté est sa disponibilité de la recherche d'une solution politique au lieu de solution militaire. The dialogue that the head of state is going to convene, they should not have a taboo subject. J'ai suggéré que le dialogue que le chef de l'État veut établir, que ce soit un débat de tous, comme c'est là, tous les avis seront pris en compte. Le Premier ministre Chief Diongouté était également attendu par ses pairs, les gardiens de la tradition de la région du Nord-Ouest qui ont fait le pied de grue pour rencontrer l'autorité. Deuxième jour d'une visite qui annonce un agenda encore un peu plus chargé pour la suite. Il est temps de donner la main, il est temps de resserrer les rangs, réunis autour de l'unité, Cameroun uni, indivisible. Alors, on l'a vu dans ce reportage, Christophe Ndong, le premier ministre chef du gouvernement est allé à Bamenda ou sur le terrain avec un message clair, à savoir le pouvoir de Yaoundé est désormais ouvert au dialogue. Qu'est-ce que ça change pour vous? Y a-t-il espoir ou vous vous dites c'est un discours purement politique? Merci. Je vais vous dire que vraiment, ça, c'est ce qu'on appelle en anglais mélodrama. C'est-à-dire quelque chose qui est fait par une personne. La visite du Premier ministre au Nord-Ouest n'est pas différente de ce que je peux citer. Dès le début de ces conflits, rappelez-vous, les peuples de Bamenda, Nord-Ouest et Sud-Ouest, ont demandé que le chef de l'État lui-même vienne. Ils n'ont pas demandé qu'un Premier ministre vienne. Ça, c'est d'abord un. Premier ministre, Yang a fait des tours fatigués. C'est le même scénario. Gogomo, même chose. Bafani, même chose dans le sud-ouest. Et aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le même style, les mêmes actions, les choses qu'on ne comprend pas pourquoi un gouvernement ne veut pas écouter le peuple. Alors il y a eu quand même amélioration dans le discours. Il n'y a pas de problème de quand même là. Je vous dis, c'est la même chose. Puisque le même problème reste. Et il ne faut pas profaner l'arbre de paix. L'arbre de paix, il est là pour la paix. Il n'est pas là pour que tous ceux qui portent ça pour partir là-bas, aller là-bas faire le contraire de ce que le peuple attend. Les opposants, les oppositions du Cameroun, les sociétés civiles, les partenaires gouvernementaux à l'étranger, l'ONG internationale, même l'ONU, tout le monde a donné la voie de sortie de ces crises. Ce n'est pas une visite d'un Premier ministre, ce n'est pas une visite d'un qui que ce soit, mais c'est une visite que le peuple attend le chef de l'État.
Qu'est-ce qui est difficile pour que le chef de l'État lui-même, sachant pertinemment que tous ces premiers ministres, beaucoup qu'il a nommés, les ministres, les directeurs de cabinet sont partis là-bas, rien n'a changé. D'abord, je veux vous dire, en envoyant tous ces mondes, à partir de Babajou Bamenda, ça a changé. Commencez par là, rien n'est changé. Le chef de l'État a donné son mot. Les ministres des Travaux publics de toutes catégories ont donné leurs mots. Rien ne change. Écoutez, aujourd'hui c'est John Gouté. Il ne faut pas sacrifier les gens pour des choses qu'on connaît très bien. Pourquoi le Premier ministre est à Bamenda alors que tous les enfants de ceux qui pleurent, même ceux qui prétendent avoir pleuré, qui on a transporté des Babajou et des environs pour aller placer là-bas, les vrais Bamenda n'étaient pas là. Je vous dis, les enfants sont en prison à Bamenda propre, Boya, Douala, Yaoundé. Et le Premier ministre laisse les enfants de Bamenda ici pour aller à Bamenda dire quoi à qui? Écoutez bien, laisse-moi finir, M. Ngefa. Je vous suis. Oui, suis-moi et laisse-moi finir ma logique. Allez-y, Christophe. Donc, la visite du Premier ministre est comme toute autre visite que les autres ont fait sans fouille. Et la dialogue ça ne peut pas passer à ce canal. On les a dit. Les gens avec qui dialogue sont en prison. Allez les sortir tous. Sors-les tous. Bon. Visite Bamenda, oui. Monsieur le Premier ministre, sort tous ces enfants qui sont en prison, là où il est à Bamenda. Sors-le. C'est le début de dialogue. Dialogue, c'est quoi? Enlever ce que vous avez arrêté. Parce que puisqu'il est là maintenant, ils disent que vraiment le chef de l'État comprend que il y a problème. Il a arrêté les gens pour ne rien faire. Sors-le à Bamenda. Et quand il est au sud-ouest maintenant, sors ce qui est au sud-ouest. Avant de quitter sud-ouest pour Douala, Yaoundé, sors ce qui est à Douala et venir à Yaoundé faire. La dialogue commence. Il ne faut pas nous prendre comme les cons. Les Camerounais ne sont pas cons. Surtout que c'est des anglophones. Ils ne sont pas des cons. Donc, on ne prend pas un anglophone pour tuer un autre anglophone. Ça ne se passe pas. Nous connaissons très bien la solution. Allons droit au but et faisons comme tout le monde a prescrit. Et si vous voulez, permettez, M. Anon, rapidement, on sort tout le monde arrêté dans les crises anglophones, dans les crises politiques. Je vous dis, Ayoub Tabé est conscient, tous ces militants de papa et maman dans le nord et le frère et sœurs, on enlève dans la prison, on sort. Maurice Kamto, avec tous ceux qu'on avait arrêté, les leaders de la coalition et les militants du MSC, c'est un début d'un débat ou un dialogue. Mais tu ne peux pas avoir mes parents sont en prison, mes frères sont en prison, mes sœurs sont en prison. Vous venez avec l'arbre de paix. Tu es en train de profaner ces arbres. Je vous dis, ça ne peut pas prospérer. Vous l'avez déjà dit. Et quand on dit comme ça, on nous arrête pour mettre en prison. C'est la vérité. Dis-leur la vérité. Et c'est seule la vérité. Personne ne vous a arrêté. Vous êtes en train de le dire. Seule la vérité qui va sauver ce problème de dialogue, cette crise et tout consort. Voilà la position. On vous a compris. Alors, Patrice Ambassala, la seule chose que Paul Biya et les siens ne veulent pas entendre sur la table du dialogue, c'est l'idée de la sécession. C'est pourtant le vœu phare des leaders de cette crise qui ont d'ailleurs autoproclamé de la crise dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui ont d'ailleurs autoproclamé une république imaginaire qu'ils ont appelée l'Ambazonie. Ouais. Comment est-ce qu'on aborde l'idée de dialogue quand on a deux camps aussi divergents? On aborde l'idée de dialogue parce qu'on a un pays dont on sauvegarde l'intégrité. Il faut qu'on dise une chose pour commencer ce débat. Le dialogue a fait l'objet d'un cœur général dans ce pays depuis que la crise anglophone a commencé. On a dit qu'il faut dialoguer. Maintenant que le président annonce que je suis prêt à dialoguer, il y a des gens qui commencent déjà à se rouler par terre pour donner des conditions qui ne sont pas à l'ordre du jour. Il est question d'arrêter certains principes de base. Il ne faut pas qu'il y ait des débats partisans lorsqu'on parle de ce sujet-là. Est-ce que oui ou non la sécession est un sujet négociable? Monsieur Kamto a dit non, ce n'est pas possible. Monsieur Froundi a dit non.
Et il me semble que vous êtes les représentants de son parti. Donc, sur la sécession, et M. Paul Biya, qui est le président de la République, dit la même chose. On ne parle pas de sécession. On parle de tous les autres problèmes qui peuvent interpeller ou alors faire problème à la vie de concorde qu'il y a dans ce pays, qui doivent avoir dans ce pays. Donc le dialogue est ouvert pour cela. Il n'est pas ouvert pour aller dire aux gens qui veulent la sécession que bon, qu'est-ce que vous voulez comme parti? Est-ce que vous voulez le nord-ouest? Est-ce que vous voulez le sud? Ils connaissent même d'abord la partie qu'ils visent. Ils ont pris les armes pour prendre cette partie-là. Et l'intégrité du territoire, M. Ndong et M. Mvoum, est la première chose qu'on doit vous conserver lorsque vous prendrez le pouvoir. Il faut que vous trouviez le Cameroun en intégrité territoriale pour que vous puissiez le diriger. Et le président Paul Biya dit donc qu'on ne va pas prendre un seul kilomètre carré de ce territoire. On ne discutera pas avec quelqu'un qui demande à partitionner le Cameroun. C'est tout à fait normal. Monsieur le secrétaire général du MRC doit répondre sur l'avancée qu'il y a dans la position du chef de l'État. Ce n'est pas l'arbre de la paix. Monsieur John Goutte n'est pas allé d'ici avec un arbre de la paix. On lui a donné l'arbre de la paix en arrivant à Bamenda. Et il sera interdit quand même que certaines personnes se prennent comme les plus Bamenda que les autres. Ceux qui ont donné l'arbre de la paix là sont de Bamenda. Maintenant, si vous voulez prouver que M. John Goutte a ramassé des gens à Yaoundé pour aller lui donner l'arbre de la paix à Bamenda, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut quand même qu'on commence à dire il y a des choses qu'on ne va pas discuter. On ne parle pas avec les sécessionnistes. On discute des choses qui peuvent faire que la vie soit meilleure à l'intérieur du Cameroun. Et le président est ouvert désormais à discuter de tout ce que vous trouverez à discuter. Fédéralisme, équilibre entre les pouvoirs, je ne sais pas qu'est-ce que vous mettrez dedans, mais le dialogue, ce sera sur ces thèmes-là, pas sur le reste. Aloïs Parfait, les personnes qui constituent la sphère considérée comme pivot de cette crise sont en prison. Ayoub Tabé et compagnie, extradés du Nigeria, risquent des peines graves. Sur la question des acteurs à mettre en scène pour ce dialogue souhaité, ces personnes ne sont-elles pas déterminantes? Comment on discute avec des gens qui sont en prison? D'abord, je m'en voudrais de ne pas faire une petite discrétion par rapport à ce qu'a dit M. le ministre. Non, on ne va pas revenir sur l'unité. Non, on est dans le même, c'est la même thématique. On ne va pas revenir sur l'unité. Progressons déjà sur l'idée de dialogue. Non, c'est la même thématique et ça va aller. Ne vous dérangez pas parce que juste que M. le ministre a évité subtilement de parler de la situation des deux régions, du nord-ouest et du sud-ouest, pour nous embarquer dans une haute trahison parce qu'à l'est ou bien au nord, nous sommes envahis, ainsi de suite. Donc, il a subtilement refusé cette partie du pays. Par rapport au sujet, je suis... le SDF a pris part à la première rencontre et je dois dire que ce n'était pas le début du dialogue parce que c'était ce qu'on pourrait appeler le pré-dialogue. Parce qu'effectivement, le Premier ministre est arrivé là-bas pour essayer de jeter les bases d'un futur dialogue. Évidemment, je comprends un peu le scepticisme de M. Ndong, du secrétaire général du MRC, parce qu'il y a eu des missions pratiquement similaires. Et vous connaissez la fonction d'un Premier ministre dans ce pays. Ce n'est pas, c'est parfois pour remplir un organigramme, c'est parfois, lui-même ne sait pas comment on nomme un ministre, parfois il est obligé de recueillir tous les documents, les envoyer à la présidence de la République. Là-bas, il y aura des études. Si vous voulez, je reprécise ma question. J'en viens, mon cher. Vous vous éloignez tellement. Non, j'en viens. Je dis ceci, les personnes qui constituent la sphère qui est considérée comme pivot à cette crise sont en prison. J'ai nommé Ayoub Tabé et les 37 autres sur la question de dialogue souhaité. Est-ce que ces personnes ne sont pas déterminantes? Comment on discute avec des personnes qui sont en prison? Je vous relance pour que vous compreniez. Et je vous donne une fois les résolutions, les propositions du SDF. Première chose, cesser le feu bilatéral. Dans bilatéral, ça inclut le fait que l'armée, les sécessionnistes ou bien les séparatistes déposent les armes, l'armée régulière rentre dans les casernes. Deuxième condition, la libération de tous les prisonniers de cette zone. Et évidemment, ça intègre Ayoub Tabé
Bibi Mancho et tout ce monde. Parce que justement, cette restriction à dire qu'on va débattre de ceci, on ne va pas débattre de cela, ça avait déjà été fait auparavant parce que le président avait dit on peut parler de tout sauf de la forme de l'État. Il avait dit ça. Ça veut dire le discours a évolué. Et dans plusieurs chaînes, plusieurs radios, on disait ni fédéralisme, ni sécession. Jusqu'à ce qu'on a même confondu les deux termes. Je me rappelle un numéro de Cameroun Tribune qui titrait « Pas de fédéralisme, pas de sécession ». Vous voyez que c'est trop grave. Donc c'est pour vous dire que en réalité, on doit discuter. Puisque ce sont les sécessionnistes qui font plus mal à la République. Parce que c'est eux qui portent les armes. On ne saurait les exclure d'un dialogue. Mais il faut avoir la capacité de convaincre nos compatriotes de ce que la sécession est certainement une mauvaise voie. Mais si d'emblée, vous dites à ceux qui ont les armes, à ceux qui contrôlent une partie du territoire, que non, on ne va pas discuter avec eux, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est une fuite en avant. C'est pour ça que je dis à monsieur le ministre, non, allons-y. On ne va pas discuter de sécession. Merci. Allons-y, on discute, on ne met pas de sujet tabou, on discute de tout et après, on va convaincre les uns et les autres de ce que voici ce qui est bon pour la République, voici ce qui... Parce que si on évite certains sujets, ils vont rester en brousse, ils vont rester dans les forêts. On sera obligé de clouer Ayouk Tabi au pilori alors qu'il est un élément central dans cette crise. On vous a suivi, Aloïs Parfem-Voum. Professeur Justine Difo, il y a le secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies qui, à Khartoum, au cours des négociations entre les groupes armés et les autorités centrafricaines, a tenu à repréciser l'idée même de dialogue. Il dit, et je le cite, « Dialoguer signifie être à l'écoute des préoccupations des uns et des autres et travailler ensemble pour trouver un compromis qui bénéficie à toutes les parties. » C'est dit qu'il va falloir trouver un compromis. Travailler ensemble à trouver un compromis. Effectivement, j'ai le sentiment, en écoutant les uns et les autres, que depuis le début de la crise, il y a cette sorte de radicalisation des positions. Je le dis et en me référant justement au droit de la guerre, l'État a le devoir de protéger. Le tiret 17 de la Constitution du Cameroun dit que l'État protège la nation. L'État protège. On lui a souvent, on a souvent mis l'accent sur la disproportion entre ce qui se passe sur le terrain et la protection. Mais je dis encore que l'État a le devoir de protéger. Comment arriver à trouver un compromis lorsque les conditions favorables à la recherche du compromis ne sont pas réunies? Je dis encore, jusqu'à ce soir, j'ai du mal, j'ai même mal à la tête, je vous assure, j'ai un peu mal à la tête parce que... avec les interventions des uns et des autres, vous je ressens encore, justement, monsieur le secrétaire général. Merci, madame. J'avoue, le mal est profond. J'avoue que j'ai du mal, 3 ans après, d'avoir le sentiment que l'État fait des efforts. Le chef de l'État fait des efforts, le gouvernement fait des efforts, peut-être pas suffisamment élevés au goût de ceux qui souhaiteraient obtenir quelque chose. Mais en face, c'est ou c'est ça ou rien. Et on a un chapelet de conditions qui continue d'être posé jusqu'à présent et accompagné d'un sentiment de suspicion. Est-ce qu'ils vont vraiment faire ce qu'ils disent? Je me souviens au début de cette crise, le Premier ministre Philémon Yang, en son temps, est descendu sur le terrain. Je crois que ça ne datait même pas d'un mois après le début des revendications corporatistes des avocats et des enseignants. Il allait voir l'histoire sur le terrain.
Je suis d'accord qu'on mette des étiquettes, que le porte-parole du gouvernement, est-ce qu'il en est vraiment un? Est-ce qu'il en a l'étoffe? Je suis désolée, mais pour l'instant, nous fonctionnons avec les institutions. Juriste de mon État, je ne sais pas comment je peux fonctionner autrement. Il est allé certainement sur ordre du chef de l'État pour voir exactement la situation, diagnostiquer et rendre compte. La suspicion d'en face n'a pas permis que ça évolue. Je m'explique, hein, moi j'essaie d'analyser la situation. Et dans un processus de négociation, comment trouver un compromis lorsque chaque fois qu'on a posé un acte, ensuite on a, pour les avocats, on a traduit les actes uniformes OHADA en anglais, on a créé des sections common law à l'ENAM, la commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme a été mise en place, et la commission DDR est mise en place avec des centres de réintégration. Ma foi, je crois qu'en bon père de famille, lorsqu'on veut résoudre un problème, effectivement, on met en place les conditions qui montrent qu'on a l'intention de réparer un tort qu'on a peut-être inconsciemment causé à autrui. Alors pour vous, trouver le compromis, où est-ce qu'on part chercher le compromis? Le compromis, justement, c'est que j'ai le sentiment au plus profond de moi qu'il faudrait que l'une des parties lâche prise. Je suis désolée, sincèrement, l'une des parties, lorsque j'analyse la situation, doit un peu lâcher prise. Je pense que le SDF, le MRC, je vous en prie, essayons de lâcher prise, de faire confiance aux institutions, à toutes les démarches qui ont été initiées jusque-là, et imposons-nous nous-mêmes une communication non violente. La communication, même dans l'expression corporelle, est encore un peu violente. Moi, je crois que lorsqu'on va vers la négociation, moi, c'est ce que j'ai appris. On est un peu plus doux, même si on pense qu'on a tous les droits. Il faut lâcher prise, s'il vous plaît. 3 ans après, essayons de lâcher prise en faisant confiance aux initiatives mises en place par les institutions. Merci, professeur. C'est vrai que ce n'est pas avec ni le MRC, pour faire ni le compromis, SDF. Oui, pour faire aussi le compromis, il faut faire des concessions. Dans le compromis, il y a concession de part et d'autre. Mais je dis encore, le chef de guerre, ce soir je l'apprends plus fermement, le chef de guerre, le chef des sécessionnistes, je crois qu'il devrait pouvoir aussi dire à ceux qui sont cachés en brousse de cesser le feu. Étant en prison. Attendez un peu. Mais qu'est-ce que vous savez de ce qui peut arriver après? Nous avons tous appris en droit, justement, que le comportement d'un prisonnier, n'est-ce pas, fait en sorte qu'on lui concède des circonstances atténuantes ou pas. N'oublions pas les on vous a compris. On vous a compris. C'est vrai que la discussion ne se passera pas avec le MRC ou le SDF. Ils sont largués depuis. Justement. Gabriel Noné-Choupo, certains analystes et certains partis politiques, parmi lesquels le SDF, justement, ont proposé le fédéralisme comme solution à cette crise. Une solution comme celle-là peut-elle concilier les deux partis? Parce que le fédéralisme ne fait plus partie des éléments non grata sur la table de discussion. Est-ce que le fédéralisme peut être conciliateur des deux parties? En fait, il s'agit là d'un des éléments du dialogue. Et le dialogue, on est dans une posture de sortie de crise, ce qui suppose des efforts de part et d'autre, comme disait tantôt le professeur, pour faire des concessions mutuelles et en arriver à la solution. Les Nations Unies, tout particulièrement en contexte pareil, oriente les recherches vers 4 secteurs essentiels. La vérité, la justice, la réconciliation, la paix. Ça suppose quoi? Que les efforts de dialogue, vous avez parlé du fédéralisme, c'est un élément dans le jeu parce qu'il est question de voir le mode de gouvernance qui satisferait en même temps le local et le national, donc de manière à ce que les préoccupations de la base soient satisfaites par les gouvernants. À côté de cela, il y a d'autres paradigmes dont il faudra bien questionner, parce que la question du fédéralisme divise en raison de ce que
ça fait concurrence avec la décentralisation, qui est une proposition des autres parties prenantes d'un éventuel dialogue, ou la sécession, qui est l'aile extrémiste de ce processus d'ajustement entre les différentes composantes de la société camerounaise. L'évidence pour préserver l'intégrité du territoire est d'amener, pas par la violence, maintenant qu'on parle de dialogue, ça veut dire par la persuasion, ceux qui ont pensé renoncer et prendre une part pour elles. Il faut bien qu'on les persuade de l'intérêt qu'ils ont encore à être dans la communauté nationale. Contrairement à ce que pensait le ministre, qu'on ne peut pas dialoguer avec les terroristes, la Commission nationale des droits de l'homme... J'ai dit qu'on ne peut pas parler de sécession. Ah d'accord, je me rectifie. Il parlait de sécession. Je m'en remets. Et c'est la même idée. Ça m'aurait surpris. Et c'est la même idée évoquée par le Premier ministre, émissaire du chef de l'État, qui dit on peut discuter de tout sauf de la sécession. Voilà. Sauf que pour la Commission nationale des droits de l'homme, qui est dans cette entreprise depuis la naissance de la crise, parce que dès les premiers instants, nos premiers communiqués signés par le président... On parlera de vous. Voilà. On parlera de vous tout à l'heure. Donc, c'est pour vous dire que l'option fédéraliste, c'était une option qui jusqu'alors était hors du champ de négociation. Le président a montré par cette ouverture des bonnes dispositions à aller de l'avant, à faire des concessions. Si des concessions comme ça se multiplient, on est là en contexte où on pense pouvoir évoluer vers la sortie de crise. Avant que Aloïs Parfum vous ne réagisse, je voudrais interroger le ministre Ambas Salah. On voit depuis un certain temps une surenchère unitaire avec des formules nouvelles, le vivre ensemble, le Cameroun est un indivisible. C'est à donner l'impression que le fédéralisme signifie partition du pays. C'est votre impression? C'est pour ça que je parle d'impression. Quand oui, il y a cette surenchère-là... C'est vous qui avez l'impression, il ne faut pas me poser la question. Ce que je trouve à dire, c'est que... Mon impression est l'impression des milliers, des millions de téléspectateurs, monsieur le ministre. On sublime quelque chose. On a connu une expérience fédérale. Et le discours que le président de la République de l'époque a tenu à l'Assemblée nationale pour passer de l'État fédéral à l'État unitaire a été applaudi à tout rompre par tous les députés de ce pays. Donc, je pense que quand vous avez traversé une étape et que vous l'avez fait en connaissance de cause, en mesurant bien tout ce qu'il y avait à mesurer, faire un retour en arrière, c'est ça qui peut être la surenchère. C'est ça qui est surenchère. Ce n'est pas le fait de sublimer l'État unitaire, le vivre ensemble qui soit une surenchère. Donc, je pense que tous ces débats sont à programmer dans le cadre du dialogue. Moi, je ne voudrais pas qu'on parle ici de est-ce que ceci est la solution, est-ce que cela n'est pas la solution. Le dialogue va se saisir de toutes les problématiques et en fonction du choc des arguments et de la pertinence de ces arguments-là, les options seront prises et être adoptées en fonction des modalités qui seront choisies d'accord partie. Ce que nous faisons ici, c'est vraiment, on va appeler ça comme ça, c'est de la masturbation intellectuelle. Mais qui vaut la peine, monsieur le ministre? Ça vaut la peine, mais c'est un effort pour baliser le chemin. On ne balise pas le chemin. On ne balise pas le chemin. Allez-y. On a enrichi peut-être quelque chose dans le débat. Ce pays fonctionne. Tout à fait. Il y a des récriminations sur certains aspects. Monsieur Puigdemont, le président de la Catalogne, vous savez qu'il est réfugié en Belgique parce que s'il est resté en Espagne, on le mettrait en prison parce qu'il a tenté de faire la sécession avec l'Espagne. C'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi on ne parle pas de ce sujet-là. Il y a des sujets là où tous les Nous sommes déjà sortis du cadre de la sécession. Maintenant, on parle du fédéralisme. Non, il faut que ce soit dit. Consensus minimum à travers les partis qui sont légalisés au Cameroun. On ne parle pas de l'intégrité territoriale de notre pays. Pour le dire mieux, on combat celui qui veut couper notre pays en deux.
on le combat tous. SDF, MRC et tout le reste. Donc il n'y a pas de débat dessus. Si vous commencez à discuter de ça, c'est ça qu'on appelle la surenchère, M. Ngefak. Alors ce que vous posez comme question là, c'est ce qu'un pays qui a un chantier fait. Le Cameroun est un idéal. Le Cameroun que nous aurons arrêté en 61, 72 est un idéal. Une construction permanente et qui interpelle tous les acteurs. Il n'y a pas là-dedans des enfants qui restent dans un coin pour pleurer, pour attendre que le papa vienne les cajoler, pour dire non, cessez de pleurer, alors qu'ils font des caprices. On ne va pas accepter des caprices, on va construire un pays sans état d'âme, en éliminant les gens qui vont perturber la marche en avant de ce pays-là. Il faut que ce soit dit avec force. Sinon, on va commencer à penser qu'il y a de la faiblesse quelque part. Aloïs Parfemvoum, dans l'idée de ce dialogue, il y a votre président national, le chairman Nijon Fundi, qui s'est proposé comme intermédiaire et mutation dans sa une d'hier lundi a présenté 4 visages comme le carré des As, parmi lesquels le chairman, le cardinal Christian Toumi, le chief Moukete et le chief Angwa Fortroy. Est-ce que ces profils-là peuvent être utiles pour ce dialogue-là? D'abord, je vais rassurer madame que je suis aussi en blanc comme elle et que c'est pour la paix. Et que le SDF, vous constatez qu'il est porté toujours vers la paix. Maintenant, revenons à ma question. Oui, je reviens, parce qu'il y a des choses qui sont dites et qu'il faut évacuer pour ne pas perdre les téléspectateurs. Et c'est pour cela que je dis, depuis 3 ans, le SDF ne fait que ça. On a saisi le président de la République 2 fois. On a demandé un dialogue inclusif. Il vous a enfin compris. Aujourd'hui, non, les annonces ne signifient pas nous comprendre. C'est déjà quelque chose, Permettez-nous d'être prudents et d'être vigilants sur tout ce qui est en train d'être fait. Parce que je vous rappelle qu'il y a 2 ans, des gens étaient en train de dialoguer et on les a envoyés en prison. Alors, je vous rappelle aussi, s'il te plaît, je vous rappelle qu'il y a eu une tripartite ici dont on n'a pas appliqué les résolutions. Je peux vous rappeler tout ce que le pouvoir de Yaoundé a proposé de faire et qu'il n'a pas respecté. Donc, comprenez-nous, et on a le droit d'être vigilant sur toutes les étapes. Parce que demain ou après-demain, on dira, n'est-ce pas, le SDF même était là. Maintenant, revenant à votre question, je ne suis pas sûr que le chairman s'est proposé d'être l'intermédiaire. Dans tous les cas, le communiqué officiel ne le mentionne pas. Le chairman a toujours dit, et dès le départ de cette crise, il a même dit au palais de l'unité, au président Biya, chef de l'État, que descendez à Bamenda. Si vous ne le faites pas maintenant, ça sera plus grave demain. 2 ans plus tard, c'est 2000 morts, 500 000 réfugiés et une jeunesse pratiquement en épave. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand le Premier ministre est arrivé, malgré toute la prudence, le SDF, la délégation du SDF a pris part aux travaux. Elle a fait ses propositions. Elle a reçu le Premier ministre. Avec 4, l'un de vos représentants s'en est vanté à l'ONU hier. Oui, il a reçu le Premier ministre. Et 4 propositions. Première proposition, et on ne cesse de leur cesser le feu. Deuxième proposition, c'est la libération de tous les prisonniers politiques en rapport avec cette guerre. Troisième proposition, un médiateur. Parce que, justement, c'est dans le cadre de cette prudence que nous estimons, et avec des observateurs, que nous estimons qu'il faut des gens pour le suivi. Il faut quelqu'un de crédible, de compétent. Aloïs Parfem, est-ce que vous pouvez répondre à ma question de manière brève? Je dis ceci. Oui. Il y a 4 visages qui sont présentés comme le carré d'as dans l'intermédiation entre le gouvernement qui veut le dialogue et ceux qui sont leaders de la crise anglophone. Est-ce que ces profils-là peuvent être utiles pour ce dialogue annoncé? Que peuvent ces personnes citer? Dire qu'elles sont leaders de la crise anglophone, il y a quelque chose qui ne va pas. Disons qu'elles sont
des personnalités de la zone anglophone qui peuvent évidemment contribuer à l'avancée du dialogue, c'est-à-dire le cardinal Christian Toumi, dont on a refusé la All Conference anglophone, le chairman Ni John Frundi et tous les autres. Il y a beaucoup. Et là, ça répond à une question que les uns et les autres se posaient. On va discuter avec qui? Madame le professeur, voilà les questions auxquelles vous auriez dû répondre parce qu'effectivement, il y avait des interlocuteurs. Le pouvoir de Yaoundé nous a perdu du temps et trop de temps, et avec toutes les conséquences qu'on a aujourd'hui. Merci à vous qui nous regardez. Merci à vous qui nous regardez en direct sur notre page web www.canal2international.net. Avant d'aborder le deuxième axe de notre débat, je vous propose de repartir à Bamenda voir l'accueil réservé au Premier ministre chef du gouvernement par les femmes. Elles souffrent dans leur chair et Joseph Diongouté a trouvé des mots justes d'un messager du chef de l'État pour leur redonner espoir. C'est un reportage proposé par Charles Robert Itok et Aïe Collins. Des personnes tuées, d'autres en villégiature dans les brousses, ajoutées aux destructions massives des biens. La crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, depuis bientôt 3 ans, affecte gravement les populations de ces régions. De la présence massive de ces femmes, tout en larmes, à l'entrée de l'hôtel au séjour, Joseph Diongouté, Premier ministre du Cameroun. On a les problèmes, on a les difficultés, on n'arrive pas à aller au champ. On ne va pas. Il y a certaines choses qu'on n'arrive plus à faire parce qu'il n'y a pas la paix. Donc, ce qu'on attend de lui comme chef de gouvernement, qu'on veut la paix. Parce que nous sommes les membres de notre communauté, il faut qu'on reste en paix. Nous sommes à Bamenda. Ce panorama des plus tristes ne peut laisser indifférent le chef du gouvernement qui déclare être venu à la rencontre de ces populations sous haute instruction du chef de l'État, Paul Biya. À ces populations qui ont été meurtries par beaucoup d'actes qui ne devaient pas être de la part de certains de nos jeunes. Il m'a demandé de leur dire qu'ils restent les enfants du Cameroun. Et de ce fait, ils ne doivent pas se priver d'une éducation comme ils sont en train de le faire. Ils ne doivent pas infliger à la société ce qu'ils sont en train d'infliger, les vieilles mortes, les rançons après les enlèvements. Et les gens ne peuvent pas circuler librement dans leur propre contrée. Tout cela, il a demandé que je leur informe qu'il faut qu'ils cessent, il faut qu'ils déposent leurs armes et qu'ils se rendent dans les centres de DDR. Suivra ensuite un huis clos avec le collectif des femmes du nord-ouest et du sud-ouest. Un agenda bien chargé pour le chef du gouvernement qui devra par la suite rencontrer les groupes socio-culturels et professionnels et bien d'autres. Une toute première descente du chef du gouvernement dans le nord-ouest qui laisse planer l'ombre de meilleures perspectives. Il m'a demandé de dire qu'on mit la séparation et la sécession parce que lui, en tant que chef de l'État, président de la République, il a juré de garder le pays uni. Donc, la séparation n'est pas à l'ordre du jour. Mais on mit ce point. Toute autre chose peut être discutée. Après la visite du Premier ministre à Bamenda, les populations dans cette région espèrent voir des solutions meilleures pour une sortie de crise définitive. Il est temps de donner la main, il est temps de resserrer les rangs, réunis autour de l'unité, Cameroun uni, indivisible. Hani, hani,
Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, nous allons pour cette deuxième partie questionner la connaissance endogène de cette crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Tout est parti d'une grève des enseignants et des avocats. C'était en septembre 2016. Ceci revendiquait pour les avocats la prise en compte des spécificités du droit anglophone et pour les enseignants, l'amélioration de leurs conditions de vie et la prise en compte justement des spécificités du sous-système anglophone. Est-ce que c'était si grave, Maître Christophe Ndong, pour que nous en arrivons là? C'était tellement grave en tant qu'avocat d'expression anglophone comme on l'a. Tellement grave parce que c'est un traité. Le texte OHADA, la loi OHADA, c'est un traité. Ce traité, il est défini à l'intérieur. Disons, Cameroun, qui fait partie de ce traité, doit produire ces textes en anglais et en français. Mais nous nous trouvons dans une situation où, dans la zone anglophone, voilà là où le débat. Quelqu'un m'avait dit que le gouvernement camerounais n'a jamais violé le traité international. Quand j'ai cité les conventions et des accords, lui s'est limité là-bas. Il dit que voilà, tu es avocat, machin. Quand j'ai sorti le problème du traité OHADA, il est resté mouette et c'est des professeurs d'université. Je les ai dit, le Cameroun avait violé ce traité. Et d'où le problème anglophone a surgi. C'est-à-dire, ça préparait comme un volcan, parce qu'il y avait la marginalisation, il y avait les maltraitances des citoyens des côtés anglophones. On ne les met pas dans certains postes. Voilà le départ de ces crises. Un traité, puisqu'ils ne voulaient pas nous donner le texte en anglais. Tout le monde sait. Les avocats disent non. On ne peut pas insulter les enseignants, les médecins, tout le monde des zones anglophones, des classes élites, et toucher les avocats. Un gouvernement devait comprendre que la société est éveillée. Avec les avocats, on devait traiter ces sujets avec délicatesse. Mais ils ont pris les avocats, ce qu'on n'a pas vu dans le monde. Traiter, tirer, jeter dans la boue, botter, fermer, aller les arrêter dans leur cabinet. Vraiment, c'est là où le problème a commencé. Merci. Et ces problèmes étant chez les avocats que ça a commencé. Et les enseignants aussi. Et les enseignants sont venus après. Et je vois même la presse, vous les journalistes, vous détournez aussi les sujets parce que, je ne sais pas si c'est les instructions qu'on vous donne, comme ça vient toujours d'en haut. Je vois aujourd'hui, tout le monde parle, le problème anglophone a commencé avec les enseignants et les avocats. C'est pour déformer la situation. On ne déforme pas. On déforme, je vous dis cela. C'est un fait réel. C'est ça. C'est un fait réel. Dis-moi que vous vous excusez, c'est une erreur de langage. Mais je vous dis systématiquement, c'est enseignant, avocat. Ou bien que tu es en train de tordre l'histoire. C'est l'avocat, enseignant. Et les autres sont... ils ont entré dans la danse. J'ai dit, si l'État savait que non, c'est grave avec les avocats. Mais on a dit, les avocats vont mourir de faim, ils vont rentrer au tribunal. Jusqu'aujourd'hui. Certains partis, il n'y a pas le tribunal. Et voyez-vous, ça n'inquiète pas l'État. Et on dit ces problèmes, le dialogue qui avait raté au départ, ça nous ramène, quelle qu'en soit la durée, on va finir par le dialogue. Et on sait. Et il faut que l'État ne détourne pas ces sujets de dialogue. Et le dialogue, regardez, maintenant, le MSC, écoutez-moi, le MSC, qui est au centre des activités politiques et au centre de toute activité dans ce pays, à toute action gouvernementale, on esquive le MSC. On fait comme ça, on prend son leader, on met en prison, on tourne, on fait des mascarades. Je vous dis, le MSC reste central dans ces pays et tout dialogue sans le MSC, vraiment, c'est que c'est amputé et que ça ne peut pas prospérer. Tu veux la tête de Maurice Kamto ou pas, appelez-le, il est au centre de ces dialogues et ils doivent assister à ces dialogues et ramener la paix que le pays a besoin. Ne contourne pas. C'est pas Maurice Kamto sur le sujet. Et je sais. On vous a bien compris, maître. On vous a vraiment bien compris. Très si bien, vous avez merci. vu, j'ai commencé par les avocats avant d'aller chez les enseignants. Oui. Et je voudrais vous interroger, professeur Justine Difo, quelque temps après, le chef de l'État a justement cédé à quelques-unes de ces revendications. Et on a entre autres vu la version anglaise de l'acte uniforme OHADA disponible. Le président
a décidé du recrutement de 1000 enseignants bilingues, une section du Common Law créée à l'ENAM et à la Cour suprême par la suite. Ce sont des efforts qu'on devrait reconnaître. Oui, en fait, quand vous dites que le président a cédé, j'aimerais resituer l'histoire dans le contexte, dans son contexte. Le ministère de la Justice, avec le secrétariat permanent de l'OHADA, avait commencé la traduction des actes uniformes OHADA au moins 5 ans auparavant. Mais comme nous sommes dans un souci de perfection, avec l'appui de la Banque mondiale, les premiers textes sont arrivés et la traduction n'était pas ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Je crois que si dans la précipitation on avait sorti des textes qui étaient mal traduits, ça aurait créé effectivement un autre problème. Effectivement, on néglige parce que c'est seulement les anglophones. Non. Donc, au ministère de la Justice, à la direction de la législation, ce travail avait été initié. On ne peut pas revendiquer en septembre et puis tout de suite, en octobre, novembre, on a tous les actes uniformes traduits. Donc, comprenez que ce travail avait été initié. C'est la volonté politique, madame. C'est la volonté politique. Parce que tous les autres pays qui étaient dans l'espace OHADA, arabe, anglais, espagnol, tout ça là avait les textes traduits. Pourquoi l'anglais? Voilà le problème. Pourquoi l'anglais est au Cameroun? Pourquoi l'anglais? Vous avez eu votre temps de parole. Il ne faut pas commencer à défendre quelque chose qui n'est pas défendable. Vous aurez encore votre temps de parole. Permettez que le professeur Justine Difo finisse et puis on vous donnera la parole. Vous voyez comment je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il y a les étincelles dans l'air. Oui. Lorsqu'on dit dialogue inclusif et constructif, je reviens avant de continuer pour dire que pour qu'il y ait dialogue inclusif et constructif, il faut que même dans nos textes, nous soyons disposés à dialoguer, à construire de façon inclusive pour que les choses s'améliorent. Je n'ai pas ce sentiment. Je n'ai pas ce sentiment. Et depuis le début, j'en suis là. Alors, on évoquait les efforts du gouvernement avec un certain nombre de choses qui ont été faites. Avec l'appui de la Banque mondiale. Oui. Et tout est d'ailleurs parti de ce que le Cameroun, au départ, était le seul et unique pays qui pratiquait le français et l'anglais. Du coup, comme c'est un projet de la francophonie, voyez-vous, le besoin n'était pas pressant. Mais depuis 2008 à Québec, on a adopté 4 langues et à la vérité, le travail de la traduction, il faut trouver des financements. Ce sont les pays qui sont les grands contributeurs de l'OHADA. Donc, je redis que la revendication ne peut pas se faire en septembre et en octobre-novembre, les textes sortent. On a tout simplement accéléré le processus pour que ces textes soient disponibles. Donc, je crains que ce qui est considéré comme étant l'étincelle de Sarajevo, ou si vous voulez, l'étincelle de Yaoundé, soit véritablement ça. Je crains. Maintenant... Il y a eu d'autres actions. Il y a eu le recrutement de 1000 enseignants bilingues. Il y a eu la création de la section Common Law à l'ENAM. J'étais sur le plateau de Oxygène vendredi dernier, et certains disaient, mais est-ce que vous êtes sûr que c'était les solutions voulues par les anglophones? Il fallait dialoguer d'abord. Mais voici l'heure du dialogue, effectivement. Nous avons ce chapelet d'actions qui ont été initiées. Voici l'heure du dialogue dans ce septennat des grandes opportunités. Saisissons l'opportunité de cette main tendue du chef de... D'ailleurs, il a toujours tendu la main parce que dès le départ, je vous dis, le Premier ministre est allé prendre ce diagnostic, porte-parole du gouvernement. Mêmes et je l'ai dit en off tout à l'heure, je terminerai par là pour dire sincèrement, dans un processus de négociation, nous sommes dans notre droit, c'est-à-dire pour dire à l'État, nous exerçons envers l'État ce devoir de redevabilité. L'État a le devoir de mener certaines actions. Mais en même temps, nous, en tant que citoyens, nous devons nous assurer qu'en revendiquant ces droits, nous sommes des citoyens responsables. Nous exerçons une citoyenneté active, pleine et responsable. Mais lorsque, en off, j'ai dit ceci, en off, j'ai dit, mais écoutez, prenons vraiment un exemple banal que je caricature. J'ai un enfant qui a des droits fondamentaux, des droits absolus. Je ne dis pas que les Camerounais sont des enfants du chef de l'État, mais je prends un exemple, je caricature vraiment pour dire, depuis 3 ans,
tout ce qu'on fait n'est pas à notre goût. Et aujourd'hui, on dit dialogue, vous dites non, pas dialogue. Libérez d'abord, faites ceci d'abord, faites cela. J'ai le sentiment, non, il faut d'abord que le chef de l'État aille à Bamenda. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque part, on dit, est-ce que c'est quand même irrévérencieux pour nous les Africains? Et pour nous qui sortons de la chefferie, nous avons le sentiment que le chef, n'est-ce pas, qui est le patriarche, n'est-ce pas, et qui détient l'autorité de la chefferie et de la nation, est tourné à la baguette, n'est-ce pas? Il faut lui dire exactement ce qu'il a à faire, sinon on ne commence pas. On vous a compris, quelque part, moi en tant que chef de famille, moi en tant que maman, j'aimerais pour finir la caricature dire ok, le jour où tu entendras raison, nous allons définir ensemble les conditions du dialogue et nous allons dialoguer. Il y a, sur ce point-là, sincèrement, j'ai un sérieux souci. Et du point de vue chrétien, toute autorité est établie de Dieu, qu'on le veuille ou non, que j'aime Paul Biya ou pas. Pendant qu'il est là, il est établi de Dieu. Je dois prier pour lui, pour être en harmonie et en accord avec mon Dieu, avec la source de toute autorité. Je dois respecter les institutions et je fais ma part. Et j'attends donc en retour que les institutions de la République me donnent ce à quoi j'ai droit. Merci, professeur. J'interroge Gabriel Nouné-Choupo. En novembre 2007, un an après le déclenchement de cette crise, Paul Biya, de retour d'Abidjan, où il participait au sommet Union africaine-Union européenne, a réagi publiquement pour la première fois sur la situation du nord-ouest et du sud-ouest. En ces termes, je cite, « Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. » Et il ajoute, « Toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire de sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. » Le ton était bien dur, non? Oui, le ton était dur, mais nous sommes dans un contexte qui est un tout petit peu différent. Oui. Parce qu'on peut comprendre que le ton s'élève au regard des atrocités alors constatées par le président. Il faut rappeler que ce jour-là, on venait d'assassiner des gendarmes, 4 gendarmes, 6 gendarmes et 2 policiers. Donc, c'est une marque d'expression de l'autorité et en vue de rétablir l'ordre et la primauté du droit va par le respect de l'ordre et des règles. Mais nous sommes dans un autre contexte où l'espoir est que par ce même ton, le président dit, maintenant qu'on est ouvert au dialogue, je prononce par exemple un cessez-le-feu et j'appelle, comme il a déjà plusieurs fois lancé l'appel, à tous ceux qui ont pris les armes de les déposer et pour qu'on converge vers ce que tout le monde convient d'appeler le dialogue, ce qui suppose une concertation entre les différentes parties prenantes et ratisser l'âge, parce qu'on parle de dialogue inclusif, pour dégager les solutions consensuelles et accepter, les mettre en œuvre effectivement pour le retour à la paix. Parce que nous qui sommes porteurs des préoccupations liées aux droits de l'homme, l'évidence est que en situation de conflit, toutes les parties sont perdantes. Parce que la minorité qui, peut-être par pis-aller, peut-être parce que toutes les autres possibilités étaient bloquées ou pour tout autre motif, ont pris les armes. Voilà une possibilité qui est donnée. Vous déposez les armes et on vous remet dans un processus de réintégration. Pourquoi ne pas prendre le président peut-être au mot? Et lorsqu'on a déposé les armes et on est une fois arrêté, on pourrait cette fois-là avoir de bonnes raisons. Mais suspecter toute démarche qui est proposée ne me semble pas être satisfaisant. En tout état de cause, la Commission nationale des droits de l'homme pour laquelle je parle, nous pensons qu'il est de bon ton qu'on passe de la logique de violence et de l'extrémisme vers l'apaisement. Il faut dire que la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés est sortie il y a quelque temps presque de ses gonds parce qu'elle disait ne pas comprendre l'issue de ces rapports envoyés au président de la République. Il s'agit là d'un ras-le-bol. Lorsque des propositions incessantes sont remises au tapis
et que l'issue n'est pas connue. Par exemple, l'appel au dialogue dont on parle, c'est quasiment inconnu. Depuis le début de la crise, on le réitère parce qu'on constate que la violence, il y a une escalade de violence. La violence de ces groupes qui ont pris les armes et qui tuent, pillent et assassinent, les dérapages des forces de défense et de sécurité avec des exécutions extrajudiciaires constatées et tout ce qu'il y a comme dérapage de part et d'autre. En contexte de guerre, on ne peut pas le nier. Il y a tous ces dérapages. Et c'est cette frustration de ne pouvoir taire les armes et revenir au dialogue, parce qu'en tout état de cause, ce sera la voie de sortie. Le dialogue. Voilà. Donc, c'est à peu près cela qui a justifié ce ras-le-bol de la Commission nationale des droits de l'homme. Et nous espérons, nous pensons que cela a pu conduire à ce que finalement on en soit à ce consensus autour de... Patrice Ambassala, le 30 août 2018, le président de la République a décidé de faire libérer certains activistes anglophones incarcérés à la prison centrale de Kondengui, justement. Toutes les personnes interpellées, justement, n'ont pas été libérées et parmi celles restées en prison, les plus emblématiques, Mancho BBC par exemple. Est-ce que vous avez compris cette libération à double vitesse? Est-ce que vous avez compris pourquoi certains ont été libérés et d'autres sont restés en prison? Oh, je ne peux pas dire que j'ai compris. Je me suis dit qu'il y a une graduation dans les faits qui les ont amenés en prison. Je ne peux pas dire que j'ai compris. J'ai essayé de m'expliquer cela. Mais je voudrais qu'on parle de quelque chose. Il faut que vous sachiez et que vous voyez ce qui se passe sur ce plateau. Le président de la République a demandé à son premier ministre d'aller dire aux régions où il y a des problèmes que nous allons dialoguer. Il y a un parti qu'on appelle le MRC qui veut perturber le dialogue, qui veut troubler le dialogue. Parce que la logique est la même depuis toujours. Ils sont présidents élus jusqu'à présent, sans savoir où ils ont été. Merci. Maintenant, ils sont en train de dire que il faut d'abord faire ceci, il faut d'abord faire cela. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait le dialogue. Le principe du dialogue étant arrêté, il reste que le président de la République mette les ingrédients du dialogue en place. Et ces choses ne se font pas sur les ultimatums du MRC, encore moins de quelqu'un d'autre. C'est très sereinement que les actes, des ingrédients de dialogue vont être posés. Et nous sommes dans la phase où nous attendons ces actes et nous pouvons penser qu'il y a des actes de décrispation qui sont envisageables. Il y a des actions d'assurance des personnes que nous avons en face qui sont envisageables. Donc on ne peut pas se mettre aujourd'hui à tambouriner pour dire qu'il faut que le président fasse d'abord ceci. Monsieur du MRC, il faut que je vous pose une question. Et ce n'est même pas une question que je dois vous poser. Je dois vous donner une information et un renseignement. Comme vous vous préparez à exercer le pouvoir. Le pouvoir fonctionne avec ce qu'on appelle un renseignement stratégique et prévisionnel. Pendant que vous êtes ici, le président de la République sait ce qu'on est en train de tisser dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Il le sait, élément à l'appui. Il sait que ce qu'on a aligné là comme réclamation socio-professionnelle cache un agenda en fait derrière. Et il se trouve qu'il vous démontre aujourd'hui que ce n'était pas vos Ouadala qui étaient le problème. Ce n'était pas les common law à la Cour suprême qui étaient le problème. Le problème, c'était mettre le pays à feu et à sang pour que peut-être on espère le départ de quelqu'un du pouvoir. C'est ça qui dérange dans l'affaire. Donc, monsieur Gueffak, il faudra qu'on soit... Vous avez dit, dans les droits de l'homme là-bas, que la réconciliation, la vérité, la justice, la vérité, commençons par la vérité. Vous n'êtes pas élu président. La vérité se trouve où, monsieur le ministre? Elle est là.
Elle est même immanente, tout le monde le sait. Première chose, M. Kantou n'a pas été élu président. Non, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Non, c'est pas, je dis, laissez-moi, monsieur le secrétaire général. Contribuer à l'apaisement, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, parlons du sujet. Monsieur, parlons du sujet. La vérité, vous avez dit, c'est le premier ingrédient le premier pilier de la négociation ou du dialogue. La discussion aujourd'hui n'est pas entre le MRC et le pouvoir, c'est pas entre... Non, la discussion... Je ne m'arrête pas dessus, je compte les éléments de vérité. Tout à fait. Deuxième vérité, la personne qui a envoyé quelqu'un pour annoncer qu'il y aura dialogue est celle qui va bientôt nous fixer avec les remontées du terrain, le cadre du dialogue. Et tout le monde sera donc en mesure de dire ce qui, à sa compréhension, contribuerait à améliorer le vivre ensemble dans ce pays. Donc, ce que je vois ici n'est pas une attitude de dialogue. Et ce n'est pas parce qu'on stigmatise ça que vous allez dire que nous ne sommes pas pour le dialogue. Nous sommes pour le dialogue. J'ai publié des posts. Moi, je suis actif sur les réseaux sociaux et on voit. J'ai publié mon post il y a longtemps, en 2016, où j'ai dit que le fédéralisme n'est pas un sujet tabou. L'État du Cameroun a une constitution. C'est vrai qu'à l'époque, on ne vous donnait pas de cadeau, hein, monsieur le ministre. Non. Moi, je l'ai dit il y a longtemps. Aujourd'hui, nous pouvons en discuter selon ce qui est déjà admis et acté. Donc, ce que vous me demandez, je n'ai pas compris. J'ai essayé de me faire une explication. Et ce que je peux dire, c'est que le mouvement va continuer parce que nous sommes engagés à terminer cette affaire pour passer à autre chose. Parce que nous devons développer ce pays. Il est bon que nous soyons en paix. On va aller un peu plus rapidement. Le secrétaire général de la présidence de la République, Aloïs Parfait-Mvoum, Ferdinand Ngongor, avait dit dans le communiqué d'annonce de ses libérations que cette décision du chef de l'État allait en droite ligne de sa volonté de rechercher une solution pacifique à la crise. Le temps est passé et visiblement, ça ne s'est pas passé comme le pouvoir de Yaoundé aurait souhaité, puisqu'on a vu une sorte de dégradation dans les défiances des autorités de Yaoundé. Oui, mais c'était à ce moment-là, la situation était presque catastrophique déjà. Vous comprenez? Mais il y a une volonté exprimée. S'il vous plaît. On oublie souvent qu'il y a eu une période pendant laquelle on a permis aux séparatistes d'avoir le vent en poupe. C'est la période janvier 2017, août 2017. Quand on arrête les modérés, on les libère après. Entre-temps, les séparatistes ont le vent en poupe. Et c'est ça. Et les premiers morts arrivent le 22 septembre 2017. Et rien que. Après cela, le 1er octobre 2017, il y a d'autres morts. Et vous savez par qui? Et voilà à quel moment est-ce que la situation, il y a eu dégradation totale de cette situation. Donc, quand on décide de libérer quelques personnes, nous disons c'est une bonne mesure, mais on aurait pu faire mieux. Et c'est pour, je vous en prie, et c'est pour cela qu'il y a problème. Quand on ne libère pas les Bibi Manchot, pour nous, c'est un problème. Il y a eu une deuxième libération. Après cela, il y a eu un discours, le discours du 7 octobre 2018 du président de la République, du 31 décembre 2018 et du 6 janvier. Ce discours en filigrane, il dit qu'il va neutraliser les séparatistes. Ouais. Vous vous souvenez? Oui. Et ça, ce n'est pas un discours de nature. Et je vous rappelle qu'ailleurs, les sécessions ont fait 30 ans, 60 ans. Malheureusement, parce que le temps va vite, on ne va pas vous laisser dérouler. Il faut parfois rappeler l'histoire pour dire aux uns aux autres que les mouvements sécessionnistes ne s'arrêtent pas du jour au lendemain quand on les a mal gérés dès le départ. Et il a pris un exemple de la Catalogne et même de la Casamance. Oui. Ce qu'il ne dit pas, c'est que il y a eu des négociations avec ses leaders.
Que ce soit en Casamance, que ce soit en Catalogne, à un moment donné, on asseyait ces leaders pour leur dire, venez, qu'est-ce qu'on fait, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de sujet tabou, la situation est assez grave. Professeur Justine Ndifo, jusqu'ici, ce sont tout au plus des premiers ministres, d'abord Philémon Yaa à son époque, et Joseph Dion-Ngouté maintenant, qui sont allés sur le terrain. Est-ce qu'une visite du président de la République à Bamenda peut-être serait un acte supplémentaire à la décrispation pour conduire à un véritable dialogue? Ben, écoutez, le chef de l'État, c'est une institution. Il sait exactement ce qu'il a à faire. Ce n'est pas vraiment la modeste Camerounaise que je suis qui peut vous dire s'il serait opportun, judicieux ou pertinent qu'il fasse le déplacement. C'était en quelle année? Il a été à Bamenda déjà par le passé. En 85 voilà, et ensuite il a décidé d'être à Douala. Le chef de l'État prend des décisions souveraines. Il me souvient qu'en 90, lorsque le vent du multipartisme allait dans tous les sens, tout le monde avait dit non. Il est sorti, il a fait sa grande sortie. Il a dit, je suis pour le multipartisme. Vous lui faites confiance? Mais à lui de décider. Moi, je ne peux pas orienter la décision souveraine du chef de l'État. Alors, on va aller vite pour le dernier tour de table. Il ne faut pas vous embarrasser. Attendez que je vous réponde sur cette fixation. Monsieur le ministre, permettez que je vous pose la question pour que vous répondez bien. Il est connu que Paul Biya vraiment n'aime rien faire sous la pression de qui que ce soit. Et c'est pour ça, pensent certains, qu'il laisse la situation comme celle-là pourrie, comme celle des régions pourries, simplement parce qu'il ne veut pas donner le sentiment que c'est l'indignation de certains Camerounais qui l'ont fait réagir. C'est une autre fois votre appréciation. Non, ce n'est pas la mienne. Ça peut être l'appréciation des millions de Camerounais qui nous regardent. C'est possible, comme ce n'est pas possible. Moi, je voudrais parler de ce fétichisme qu'il faut que rapidement, le président monsieur le ministre, aille absolument à Bamenda. Oui. Lorsque vous êtes chef de l'État, il y a des choses qui sont suspectes. Quelle est cette exigence absolue qu'il faut que le président vienne ici, dans une zone dont la sécurité n'est pas véritable? C'est la paix, c'est la sécurité qui est en jeu. Elle est en jeu, mais elle est aussi menacée. Alors, focaliser pour dire qu'il faut que le président vienne absolument lui-même. Ça commence à questionner. Moi, je m'arrête là et je voudrais dire que quand on a un chef de gouvernement qui vient dire quelque chose, il faut qu'on s'arrête, qu'on s'en tienne à ça. Le président réserve peut-être sa sortie à Bamenda pour autre chose. Alors, Maître Christophe Ndon, est-ce que vous avez d'autres propositions pour asseoir un véritable dialogue en quelques secondes vraiment? Avant ça, je vais dire que le professeur Maurice Kamto, pour corriger, avait gagné les élections en 2018. Et le président... La Cour constitutionnelle a tranché. C'est l'instance étatique, c'est l'instant étatique. Il a parlé pour lui, laisse-moi parler. Étatique qui est chargé de donner les résultats de l'élection. Et la Cour constitutionnelle a déclaré élu M. Paul Biya à 71%. Ça, tu veux me couper, Merci. Je vais répéter. Allons-y. Que ce professeur Maurice Kamto qui avait gagné les élections en 2018, il a déclaré lui-même. Maintenant, que tout tourne autour du professeur Maurice Kamto, que tout ce qu'on est en train de cacher parce que les Occidentaux sont en train de mener les enquêtes au Cameroun et ça fait bouger tout le gouvernement qui cherche quoi qu'il veut avoir au gouvernement. Ce n'est pas sur le plateau. Nous disons, le MLC reste une force qui doivent être incorporées à ce dialogue. Gabriel Inutile d'esquiver le MLC. Pardon, le temps est fini. Gabriel Inutile d'esquiver le MLC. À la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, vous avez commis des rapports. Le dialogue était prévu. Quelque chose d'autre qui soit déterminant pour la sortie de crise? Oui. Vraiment rapidement, en 2 secondes. En 2 secondes, je dirais, entre autres mesures que nous avons envisagées, il y a notamment l'initiative du secrétariat du Commonwealth d'appuyer une descente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés pour un travail de consultation générale des différentes parties prenantes pour baliser le chemin vers le chemin de dialogue. Pour nous, il y a une série d'acteurs qu'il faudra nécessairement impliquer et dégager un consensus autour de leur prise de position, notamment le groupe des
des radicaux du mouvement sécessionniste, les chefs traditionnels, les OSC de la localité, les représentants de l'administration. Et nous souhaitons au départ, à travers ce mouvement, ratisser l'âge pour dégager le consensus qui pourra faciliter le dialogue dont on parle tant et proposer éventuellement les offices de la CNDHL. Pourquoi pas? Parce qu'on dit le dialogue pour être construit a besoin d'un intermédiaire neutre. Or, la Commission nationale des droits de l'homme a vocation à la consultation, médiation. On vous a compris. Ce sera le mot de fin. Dans la même veine, je dirais qu'il ne faut pas négliger et banaliser le pouvoir des femmes, le pouvoir des mamans. Absolument. Nous avons demandé aux mamans et nous leur disons. Et on les a vus pleurer là. Après avoir pleuré devant le Premier ministre, allez dire ceci au chef de l'État, qu'elles prennent leur téléphone, qu'elles appellent leurs enfants. Le chef du gouvernement a demandé aux étudiants d'aller dire aux autres de revenir, qu'on va dialoguer. Que les mamans, c'est la fête des mères bientôt, le 26. Nous allons demander à toutes ces mamans, si vous êtes vraiment des mamans qui avaient enfanté, donnons la vie. Dieu nous a créés pour que nous donnions la vie. Et demandez aussi aux mamans de ceux qui sont au pouvoir. Professeur. Merci madame, merci messieurs d'être venus sur le plateau de Mosaïque ce mardi. Merci d'être venus. Merci à vous à la maison qui nous avez regardé. À mardi prochain pour une autre émission. Merci à la grande équipe technique conduite par Parfait Zambo. Bonsoir. Non à la guerre au Cameroun, non au tribalisme, oui pour la paix. Camerounais, vivons-nous ensemble, la main dans la main. Camerounais, vivons-nous ensemble, la main dans la main. Camerounais, non, jamais la guerre. Notre diversité linguistique, ethnique, culturelle est plus qu'une richesse. Jamais la guerre. Non à la guerre au Cameroun, non au tribalisme, oui pour la paix.